a commencé lorsque les services secrets ont rejeté la demande de sécurité de M. Trump. Puis, il y a eu la fuite suspecte du tireur devant les services secrets le jour de l'assassinat de Trump. Et maintenant, dans un geste surprenant, le directeur du FBI est venu à la barre du tribunal pour révéler des détails encore plus surprenants sur la tentative d'assassinat. Ces agences de sécurité pourraient-elles cacher un plus grand secret? L'incident pourrait-il avoir un motif plus sinistre? Quelles sont les implications de ces révélations? Découvrons-le. Les excuses du directeur du FBI et ses révélations au tribunal. Lorsque le monde a appris que l'ancien président Donald Trump avait failli être assassiné, la nouvelle a été accueillie avec stupeur. Mais ce qui a été le plus déconcertant, c'est d'apprendre que le tireur était un jeune homme de 20 ans, Thomas Matthew Crooks. Bien qu'il ait réussi à tirer un coup de feu qui a effleuré l'oreille de Trump dans un moment incroyable de mouvement opportun de la tête, Crooks a été abattu par les agents des services secrets qui se trouvaient sur les lieux. Les autorités sont immédiatement entrées en action, essayant de découvrir tout ce qu'il y avait à savoir sur le tireur et sur ses motivations. Des semaines plus tard, des détails choquants ont commencé à émerger. Le directeur du FBI, Christopher Wray, comparaissant devant le tribunal pour témoigner des détails choquants des enquêtes en cours sur la tentative d'assassinat de Trump. Mais ce ne sont pas seulement les détails des enquêtes ou même les excuses du FBI au public qui ont retenu l'attention de tous, mais les révélations qui ont suivi. Dans une tournure surprenante, Christopher Wray a révélé que le complot visant à assassiner l'ancien président Trump n'était peut-être pas l'œuvre d'un loup solitaire, comme la plupart ont étiqueté Crooks, ni même d'un groupe d'extrémistes. Selon les révélations de M. Wray, la tentative d'assassinat pourrait impliquer un groupe plus complexe d'individus susceptibles d'avoir des liens avec des gouvernements étrangers. Bien que le directeur n'ait pas cité de nom précis de personnes, il a fait allusion à l'implication d'agences de renseignement étrangères. Avant l'attentat contre M. Trump lors de son rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, le FBI et les services secrets avaient reçu une menace de mort de la part de l'Iran à l'encontre de Donald Trump. Selon le directeur du FBI, l'administration Biden a obtenu, au cours des dernières semaines précédant le 13 juillet 2024, des renseignements sur un complot d'assassinat iranien contre Trump, et ces informations ont conduit les services secrets à renforcer la sécurité autour de l'ancien président. En fait, le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a contacté les hauts responsables des services secrets pour s'assurer qu'ils continuaient à suivre les dernières informations. La campagne de Trump a également été informée de l'évolution de la menace et les services secrets ont veillé à réunir les ressources et les moyens nécessaires pour renforcer la sécurité de Trump. Tout cela a été fait avant samedi. Les révélations soulignent que ce n'est pas la première fois que M. Trump reçoit des menaces iraniennes. Il a été révélé que les responsables de la sécurité nationale suivaient depuis des années les menaces iraniennes contre les fonctionnaires de l'administration Trump depuis l'administration précédente. M. Wray révèle que ces menaces pourraient découler du désir de l'Iran de se venger de l'assassinat, en 2020, de Qasem Soleimani, qui dirigeait la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne. La révélation du directeur du FBI a soulevé de sérieuses questions sur la sécurité et la stabilité non seulement des États-Unis et de ses candidats politiques, mais aussi de l'ensemble du paysage politique mondial. Le directeur a expliqué en détail comment l'attaque contre Trump pourrait avoir été coordonnée par ceux qui sont contre l'ancien président, en utilisant des technologies avancées et des méthodes inattendues pour planifier l'attaque. Bien qu'il ne soit pas certain que M. Crooks ait participé à ces prétendues menaces iraniennes, étant donné qu'il n'existe aucun lien entre lui et un quelconque complice ou co-conspirateur, étranger ou national, ces actes soulèvent de nombreuses questions. Cela intervient après que l'information selon laquelle il était républicain et conservateur a été rendue publique. Idéalement, il n'aurait jamais dû attaquer Trump, qui était également un candidat républicain et un conservateur. Cependant, ces activités en ligne ont montré un autre visage. Le directeur du FBI a en effet révélé que Crooks utilisait 3 plateformes cryptées en Allemagne, en Belgique et en Nouvelle-Zélande, ce qui a empêché l'agence d'accéder à certaines informations. Alors que l'enquête sur la tentative d'assassinat est toujours en cours, les retombées des révélations du directeur du FBI ont été très intenses. Les dirigeants républicains et démocrates ont tous demandé que des mesures soient prises rapidement pour que toutes les personnes impliquées répondent de leurs actes. Aujourd'hui, de nombreux appels sont lancés en faveur d'une nouvelle législation visant à renforcer les mesures de sécurité nationale et à prévenir de futures tentatives d'assassinat d'agents publics. À la suite des révélations de M. Wray, le sentiment d'urgence s'est accru, car tout le monde semble se débattre avec les implications de ces révélations. Aujourd'hui encore, la sécurité a été renforcée pour les principales personnalités politiques du pays, notamment Donald Trump, Joe Biden, Kamala Harris et même le candidat indépendant Robert F. Kennedy Jr., dont le père et l'oncle ont tous deux été assassinés pendant leur course à la présidence. Alors qu'il a été dit que Crooks aurait simplement voulu tuer sans cible précise, d'autres pensent que Trump était une cible facile. Outre le fait qu'il est le premier ex-président moderne à briguer un nouveau mandat, il jouit d'une grande visibilité en raison de ses interactions avec ses partisans.
Trump est connu pour signer souvent des autographes, serrer des mains et poser pour des selfies sur les tarmacs des avions et lors d'événements. Dans de nombreuses villes qu'il visite, son équipe de campagne veille à rassembler ses partisans dans des lieux publics tels que des bodegas, des restaurants et des fast-foods. Mais ces événements peuvent parfois devenir houleux. Avec la révélation du directeur du FBI pointant des doigts accusateurs sur le gouvernement iranien, les détails de sécurité de Trump ont doublé, et même d'autres anciens hauts fonctionnaires de l'administration Trump ont également reçu une protection à la suite de l'assassinat de Soleimani. L'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo et son principal conseiller pour l'Iran, Brian Hook, ont tous bénéficié d'une protection 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de la part de l'administration Biden en raison des menaces crédibles que l'Iran faisait peser sur leur vie. D'où la grande question, et après ? La révélation du directeur du FBI a en effet ouvert une boîte de Pandore de questions qui montre que l'enquête sur l'incident n'est pas près de s'achever. Il y aura probablement d'autres audiences, d'autres témoignages et peut-être même des inculpations, car les autorités s'efforcent de traduire les responsables en justice. Peut-être que de nouveaux détails choquants continueront d'émerger au fur et à mesure que l'enquête progressera. En attendant, nous ne pouvons que supposer et spéculer sur les conséquences possibles ou non de ces révélations. Tentative d'assassinat de Trump. Il est indéniable que Donald Trump est l'une des personnalités politiques les plus controversées de l'histoire récente des États-Unis. Cependant, personne n'aurait pu prédire qu'un attentat visant à mettre fin à sa vie se produirait avant le 13 juillet 2024. Et surtout, personne ne s'attendait à ce que le tireur soit un jeune homme de 20 ans qui n'était même pas encore entré à l'université. La journée a commencé comme toutes les autres. L'ancien président et candidat républicain à un second mandat devait prendre la parole lors d'un rassemblement à Butler, une ville de Pennsylvanie. Selon les révélations du directeur du FBI, l'équipe de campagne de l'ancien président avait renforcé les mesures de sécurité lors du rassemblement à la suite de la menace iranienne. À leur insu, Thomas Matthew Crooks, 20 ans, apparemment innocent, originaire de Bethel Park, avait quelque chose dans sa manche. Thomas Crooks semblait être un enfant ordinaire. Il vivait avec ses parents, Matthew et Elizabeth Crooks, et une sœur. Les membres de sa famille et d'autres personnes qui l'ont connu l'ont décrit comme intelligent, solitaire et un peu bizarre, bien qu'il n'ait pas de casier judiciaire. On dit qu'il n'avait pas de conviction ou d'idéologie politique forte, même s'il était républicain et conservateur. Avec son père, il a suivi des cours de tir dans un champ de tir local, où il a été décrit comme non agressif. D'après l'analyse des activités du tireur avant l'attentat, fournie par Paul Abbott, directeur adjoint du FBI, le 6 juillet, Crooks avait cherché sur Internet « Où Trump va-t-il parler le samedi 13 ?» Et « Quand a lieu la convention de la DNC ?» Le 7 juillet, il s'est rendu à Butler pour repérer les lieux et y est resté pendant 20 minutes. 4 jours plus tard, le 11 juillet, Crooks a cherché sur Internet des photos de l'exposition agricole de Butler. Et, le lendemain, il s'est rendu au Clairton Sportsman's Club, auquel son père et lui appartenaient, où il a tiré avec 2 armes à feu. Le 13 juillet, jour où le rassemblement devait avoir lieu, Crooks a effectué des recherches sur Trump Rally Butler, Pennsylvania et Allegheny Arms. À 10 heures, il est retourné sur le terrain de l'exposition de la ferme Butler et y est resté pendant 70 minutes. Vers 13h30, Crooks est rentré chez lui et son père lui a donné un fusil pour, pensait-il, retourner au club des sportifs pour tirer. 24 minutes plus tard, il s'est arrêté dans un magasin d'armes à feu où il a acheté 50 cartouches et est retourné au champ de foire. Des spectateurs et des sympathisants déjà présents sur le lieu du rassemblement ont remarqué le comportement étrange de M. Crooks et l'ont signalé. À un moment donné, il a été vu en train de faire voler un drone autour du terrain de rassemblement pendant environ 11 minutes, puis il a commencé à se rendre sur le toit d'un bâtiment situé sur le terrain. À 16h26, un contre-tireur des forces de l'ordre local termine son service et aperçoit Crooks en train de fureter sur un toit muni d'un télémètre de golf. Il décide alors d'alerter ses collègues de la présence de Crooks autour de l'entrepôt d'AGR International où des contre-tireurs de la police sont positionnés. Sachant que les autorités étaient sur sa piste, Crooks s'est enfui de sa position et a échappé à une chasse à l'homme à laquelle se sont joints 4 autres officiers de la police locale. Il a ensuite réussi à se frayer un chemin jusqu'au toit d'un bâtiment où des spectateurs l'ont vu et ont commencé à faire du grabuge. Étonnamment, le bâtiment abritait 3 tireurs d'élite de la police chargés de couvrir le rassemblement. Mais, en raison d'un manque de personnel, aucun d'entre eux n'était sur le toit. Par ailleurs, M. Crooks n'a pas fait l'objet d'un contrôle de sécurité, car son emplacement sur le toit se trouvait, selon les représentants des forces de l'ordre, en dehors du périmètre de sécurité des services secrets pour le rassemblement. Vers 18h03, Trump est arrivé sur scène et, 2 minutes plus tard, a commencé son discours. À ce moment-là, un policier de Butler Township a tenté de monter sur le toit du bâtiment à la recherche de Crooks. Mais le jeune homme armé l'a repéré et a pointé son fusil sur lui, ce qui l'a fait lâcher prise, tomber de 3 mètres au sol et se blesser gravement à la cheville. Voyant qu'il était sur le point d'être démasqué, Crooks a rapidement tiré 8 coups de feu dans le rassemblement.
Au moment où Crooks a tiré sur Trump, l'ancien président a tourné la tête vers un grand tableau affichant des statistiques sur l'immigration, ce qui a fait que la balle lui a transpercé l'oreille. Selon M. Trump, si je n'avais pas pointé ce tableau et tourné la tête pour le regarder, la balle m'aurait atteint en pleine tête. Crooks, quant à lui, a été abattu par d'autres agents du Secret Service, mais le carnage était terminé. Trump a été blessé, un spectateur, Corey Comperatore, a perdu la vie en essayant de protéger sa famille, et 2 autres spectateurs masculins ont été grièvement blessés. À la suite de la fusillade, les services secrets ont fait l'objet de vives critiques car ils semblaient avoir failli à leur responsabilité de protéger l'ancien président pendant le rassemblement. L'agence, et en particulier sa directrice Kimberly Cheatle, a été fortement critiquée pour ne pas avoir sécurisé l'accès au toit du bâtiment d'où Crooks a tiré. Les législateurs démocrates et républicains se sont inquiétés de ce qu'ils considèrent comme des erreurs ou des oublis qui ont exposé M. Trump à des tirs d'armes à feu. En fait, les services secrets ont reconnu avoir refusé les demandes de sécurité supplémentaires formulées par la campagne de M. Trump au cours des 2 dernières années. Les critiques à l'égard de l'agence se sont aggravées après la diffusion d'une vidéo montrant l'un des agents luttant pour rengainer son arme alors que Trump était en train d'être évacué. Le 22 juillet 2024, Mme Cheatle a témoigné devant la Commission du contrôle et de la responsabilité de la Chambre des représentants des États-Unis, où il a été noté qu'elle n'avait pas répondu à des questions de base sur la tentative d'assassinat, ce qui a conduit à des appels à la démission de Mme Cheatle. Le 23 juillet 2024, il a été annoncé que Kimberly Cheatle avait officiellement démissionné de son poste de directrice des services secrets. Implication possible ou enquête découlant des révélations. Alors que l'attaque des services secrets et la démission du directeur de l'agence n'ont pas encore fait tache d'huile, les dernières révélations du directeur du FBI semblent avoir ravivé un discours encore plus inquiétant, beaucoup s'interrogeant sur les éventuelles actions en justice ou enquêtes qui pourraient être menées à la suite de son témoignage. D'une part, le FBI lui-même pourrait-il être critiqué pour avoir négligé la gestion de la tentative d'assassinat? D'autres personnes pourraient-elles être dans le collimateur des autorités dans leur quête de réponse? La tentative d'assassinat de M. Trump a été considérée comme la plus grave tentative d'assassinat d'un président américain ou d'un candidat à la présidence depuis l'assassinat de Ronald Reagan en 1981. Les dernières révélations de Christopher Wray ont donné lieu à une enquête encore plus approfondie, l'incident ayant été considéré comme une tentative d'assassinat et comme un acte de terrorisme intérieur. Outre la tentative de mettre fin à la vie de Trump, des explosifs ont été trouvés au domicile de Crooks et dans la voiture qu'il a utilisée pour se rendre au rassemblement, ainsi qu'un émetteur à distance dans sa poche. L'incident a également placé plusieurs personnes sous surveillance et certaines d'entre elles risquent d'être confrontées à des poursuites judiciaires. Par exemple, les parents du tireur pourraient avoir des conséquences juridiques, d'autant plus que le père, Matthew Crooks, avait acheté et remis à Crooks le fusil de type AR qu'il a utilisé lors de l'attentat. Le fait que ses parents aient appelé la police le 13 juillet pour signaler la disparition de leur fils juste avant la fusillade, alors que Crooks avait passé la nuit au domicile de sa famille, n'est pas non plus d'un grand secours. Des explosifs et des bombes artisanales ont également été trouvés au domicile de la famille. On peut donc se demander si ses parents étaient au courant du plan de Crooks ou si leur appel de dernière minute à la police avant sa mort n'était qu'une simple coïncidence. Outre les parents du tireur, une autre personne d'intérêt dans l'affaire de l'assassinat de Trump est le président Joe Biden. En effet, le représentant républicain Mike Collins a demandé qu'un procureur républicain inculpe Joe Biden d'incitation à l'assassinat. Pour ajouter à ses soupçons, le sénateur républicain J.D. Vance, qui a ensuite été choisi comme colistier de Trump, a blâmé la rhétorique politique de la campagne Biden, tandis que le chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants, Steve Scalise, qui a été grièvement blessé lors de la fusillade au baseball du Congrès, a déclaré que les dirigeants démocrates avaient alimenté une hystérie ridicule à propos de Trump. Jacqueline Marceau, membre de l'équipe du représentant démocrate Benny Thompson, a récemment été licenciée après avoir publié sur Facebook le message suivant: « Je n'approuve pas la violence, mais je vous demande de prendre des cours de tir pour que vous ne manquiez pas votre coup la prochaine fois. Oups, ce n'est pas moi qui ai dit ça. » Cet examen minutieux concerne également le gouvernement iranien, connu pour avoir juré à plusieurs reprises de se venger de l'assassinat de Qassem Soleimani par l'armée américaine sous l'administration Trump. En août 2022, le ministère de la Justice a annoncé des poursuites pénales à l'encontre d'un membre du CGRI qui aurait tenté d'orchestrer l'assassinat de John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de M. Trump. Les procureurs américains ont affirmé que le complot contre Bolton était probablement en représailles de l'assassinat de Soleimani. L'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo a également été la cible du complot d'assassinat iranien, selon une source des forces de l'ordre fédéral au fait de l'enquête. Toutefois, la mission permanente de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a nié l'existence d'un complot iranien visant à assassiner M. Trump. Selon un porte-parole, ces accusations sont infondées et malveillantes. Du point de vue de la République islamique d'Iran,
Trump est un criminel qui doit être poursuivi et puni devant un tribunal pour avoir ordonné l'assassinat du général Soleimani. L'Iran a choisi la voie juridique pour le traduire en justice. Les théories du complot, qui circulent largement, sont également au cœur des implications des révélations du directeur du FBI. Le mot « staged » est devenu le deuxième sujet le plus tendance sur X, anciennement Twitter. Plusieurs utilisateurs ont affirmé que la fusillade et le sang sur Trump avaient été simulés et que des acteurs de crise avaient été utilisés. Selon eux, Crooks n'était qu'un agneau sacrificiel, utilisé pour rendre la tentative plus réaliste et augmenter les chances de Trump de remporter l'élection. D'autres, comme le représentant américain Mike Collins et la politicienne d'extrême droite Marjorie Taylor Greene, pensent que c'est Biden qui a donné les ordres. Une fois de plus, les révélations du directeur du FBI ont secoué le nid de frelons, d'autant plus qu'il avait précédemment mentionné publiquement qu'il n'était pas clair si Trump avait été touché par une balle ou par un shrapnel, c'est-à-dire un morceau fragmenté de munitions. D'autres fonctionnaires ont également mis en doute le fait que M. Trump ait été touché par une balle ou par un morceau de verre, voire qu'il se soit blessé en tombant. Comme prévu, l'ancien président s'est rendu sur les réseaux sociaux pour attaquer le directeur du FBI au sujet de son témoignage, affirmant qu'il avait pris une balle pour la démocratie. M. Trump a affirmé à plusieurs reprises qu'il avait été touché par une balle intacte, déclarant « Non, c'est malheureusement une balle qui a touché mon oreille et qui l'a touché de plein fouet. Il n'y avait ni verre, ni éclat d'obus. L'hôpital a parlé d'une blessure par balle à l'oreille, et c'est bien ce que c'était. » Au cœur de ces révélations, les faits demeurent. Les protocoles de sécurité ont été violés et le tireur a exploité les faiblesses du système. Que ces faiblesses soient dues à un manque de ressources, à la complaisance ou à un manque de leadership, le FBI et les services secrets n'ont pas été à la hauteur de la situation. Actuellement, le FBI et les services secrets font l'objet d'un examen minutieux et les appels à la responsabilité et à la transparence se font de plus en plus pressants. Le Congrès a continué à organiser de nombreuses auditions afin de comprendre les défaillances et de prévenir de futurs incidents. Avec des démissions très médiatisées comme celle de Kimberly Chittle et l'agitation pour la démission de Christopher Wray par Trump, il y a clairement un besoin urgent d'examiner les lacunes des deux agences. Le témoignage du directeur du FBI nous amène une fois de plus à nous poser des questions. Le FBI et les services secrets sont-ils équipés pour faire face aux menaces futures ? Ou bien ont-ils besoin d'une révision complète, voire d'une refonte, pour s'assurer que de tels échecs ne se reproduiront plus jamais ? Pour l'instant, seul l'avenir nous dira quelles sont les réponses. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo du directeur du FBI s'excusant au tribunal et révélant tout. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran pour d'autres vidéos qui donnent à réfléchir et je vous attends.